Merci. Tout d'abord, je voudrais revenir sur le climat dans lequel nous vivons, à propos d'un incident qui a eu lieu il y a quelques jours, dont vous avez entendu parler, qui est l'attaque contre un foyer d'immigrés, d'un foyer de réfugiés, pardon, qui a fait un mort. Et une des choses qui est frappante, c'est à quel point ça ne suscite pas de réaction. À quel point c'est passé comme une information relativement secondaire, alors qu'elle traduit, à mon avis, le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un climat de guerre et de guerre des civilisations. Il y a, en 1993, l'universitaire américain avait développé cette fameuse théorie du choc des civilisations. À l'époque, il y avait eu une espèce de levée de bouclier contre cette idée qu'on allait vers une guerre entre l'Occident et l'Islam, etc. Aujourd'hui, au contraire, on a l'impression que c'est une idée qui est totalement intégrée. Le fait que la France serait menacée à la fois à l'intérieur par l'islamisme radical, je vais le dire, et à l'extérieur par les groupes terroristes islamistes. Et c'est une idée qui n'est pas celle de l'extrême droite, mais qui est devenue aujourd'hui l'idée dominante, aussi bien à droite qu'à gauche. Et c'est ça qui la rend inquiétante. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, si on peut dire, c'est que aussi bien à droite, quand vous lisez François Fillon, je vais revenir sur son livre sur la menace islamique, que les gens du printemps républicain et autres think tanks, qui à mon avis sont réellement islamophobes, c'est que tout le monde vous dit « Ah, mais nous faisons ça parce que nous voulons lutter contre le Front National ». Et ça fait 30 ans qu'on nous sort à peu près la même rengaine. Pour lutter contre le Front National, il faut adopter ces idées. Alors d'abord, la gauche a fait sa mutation sur la sécurité, aujourd'hui sur l'islam, etc. Et c'est de cette manière qu'on va combattre le Front National. Sans se rendre compte, enfin, sans se rendre compte, je ne sais pas, mais alors que la réalité, c'est que plus on adopte les idées du Front National, plus on fait son jeu, et plus il se développe. C'est même pas qu'on empêche son développement au profit d'autres forces, on a cette chose. Mais c'est extrêmement inquiétant, et juste un mot, c'est la journée, elle est islamophobie et xénophobie. Il y a vraiment une relation. Je veux dire, quand les gens attaquent un foyer de réfugiés, il y a dans leur esprit, j'imagine, l'idée qu'il y a une invasion de la France, il y a le grand remplacement, c'est les musulmans, etc., etc. Et ça peut viser des gens qui peut-être ne sont absolument pas musulmans, qui sont des Africains chrétiens, voilà. Donc il y a cet amalgame, et je pense qu'il est extrêmement dangereux parce qu'il est en train de devenir dominant. Et qu'avec les attentats, malheureusement, même si on peut comprendre pourquoi, il y a une espèce de banalisation du discours islamophobe et une hégémonie de ce discours. Et en même temps, je veux dire, les mêmes qui dénoncent cette menace islamique sont ceux qui ont le pouvoir dans les médias, qui réellement ont la parole dans les médias et qui vous disent chaque fois tout ce qu'on ne peut pas dire sur l'islam, alors qu'ils n'arrêtent pas de le dire, de le répéter et de faire de la surenchère. Je voudrais dire un mot sur le livre de Fillon, parce que je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça vaut la peine d'être lu, qui s'appelle « Vaincre le totalitarisme islamique » et qui a été vendu à 70 000 exemplaires, et dont beaucoup de gens disent qu'il est une des raisons pour lesquelles il a gagné la primaire contre Alain Juppé. Le livre commence de cette manière. Oui, la France est menacée. Et il y a bien longtemps que les paroles qui nous font vibrer n'avaient pas pris un tel sens. C'est quoi les paroles? Ce sont celles de la Marseillaise. Et ici, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos campagnes. Et ils s'attaquent, dit-il, c'est-à-dire on est vraiment comme la Révolution française menacée par l'extérieur, aujourd'hui on est menacé par l'islam et l'islamisme, et ils s'attaquent à quoi? C'est aussi intéressant. Ils s'attaquent à notre identité française. Et Fillon dit, mais qu'est-ce que c'est l'identité française? Et il dit, c'est la liberté d'opinion, l'égalité des sexes, la fraternité entre tous. La fraternité entre tous, on se demande effectivement quand on entend les témoignages sur l'état d'urgence, qu'est-ce que ça veut dire? Le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de rire, de s'aimer, de voter. Je veux dire, on est quand même assez abasourdi par cette idée qu'il s'attaque à notre mode de vie. En fait, ce qui fait la motivation essentielle de ces groupes terroristes, c'est le fait qu'on peut aller place de Nancy sur des cafés, dans des cafés, boire de la bière. C'est pour ça qu'ils nous haïssent. Et
Fillon va plus loin dans quelque chose qui jusqu'à présent quand même suscitait un peu de réserve dans la classe politique, c'est l'idée de l'amalgame. Lui, il dit qu'il faut arrêter avec le pas d'amalgame. Qu'est-ce que ça veut dire, pas d'amalgame? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de rapport entre l'islam comme religion et ce qui se passe, et les groupes, disons, radicaux, de type Al-Qaïda ou l'État islamique. Mais en disant pas d'amalgame, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que finalement, ce qui nous permet de comprendre ces groupes, c'est l'islam, c'est la manière dont l'islam, le vrai islam, est pratiqué et utilisé par ces groupes. C'est-à-dire d'une certaine manière qu'il y a une espèce de continuité entre le fait d'être musulman et le fait d'appartenir à ces groupes terroristes. Et que c'est dans la doctrine islamique elle-même, qui n'a pas été réformée et qui devrait être réformée, que se trouve l'explication. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très dangereux. Il y a d'ailleurs un passage où il cite, alors il faut voir aussi les gens qui citent comme spécialistes de l'islam, il y a Martin Goslar qui est journaliste à Marianne, et qui explique, vous comprenez, au IXe siècle, dans le califat abbasside, les luttes se faisaient au nom de l'interprétation de la religion. Et c'est la preuve que l'islam est une religion différente. Comme si au IXe siècle, en Europe, les luttes ne se faisaient pas aussi, n'avaient pas une couverture religieuse. Mais là, il y a la volonté de dire, il y a quelque chose de spécial qui est... l'islam, qui est une religion à part, qui est une religion différente. Et il y a aussi quelque chose de très important dans ce que dit Fillon, et qu'on voit aujourd'hui poindre, c'est l'idée que nous sommes à la veille d'une nouvelle guerre mondiale, et que dans cette guerre mondiale, il faut savoir choisir ses alliés. Et de même que nous avons choisi de nous allier, dit-il, à l'Union soviétique stalinienne pour vaincre le totalitarisme nazi, nous devons nous allier aujourd'hui à la Russie, à Bachar el-Assad et à d'autres pour vaincre le totalitarisme islamique. Cette approche de l'interprétation de ces mouvements radicaux, type l'État islamique, Qaïda, par la religion, on le retrouve évidemment elle est relayée aussi par un certain nombre de chercheurs, dont le plus emblématique est celui de Gilles Kepel, qui, pour lui, n'arrête pas de répéter, d'ailleurs Fillon reprend les thèses de Kepel en disant Kepel dit, en fait, il y a un texte très important qui a été écrit en 2005, qui s'appelle L'appel à la résistance islamique mondiale, écrit par un ingénieur qui s'appelle Abdel Moussa El-Souri, et qui permet d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Et Kepel fait le parallèle en disant, mais c'est la même chose que Mein Kampf permettait d'expliquer Hitler, ou que faire permettait d'expliquer Lénine et la révolution bolchevique. Cette interprétation de ces mouvements à partir des textes est quand même assez curieuse parce qu'elle néglige tout ce qui fait la force de ces mouvements. Des textes radicaux d'interprétation de l'islam ou d'interprétation de la réalité sociale, il y en a toujours eu dans les sociétés. Les sociétés en ont produit. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi à un moment, un texte peut refléter une réalité. C'est pas parce que Hitler a écrit Mein Kampf qu'il y a eu le nazisme. Le nazisme a été le résultat d'un mouvement dans la société allemande, qui est aussi bien la crise économique que l'antisémitisme. Il y a plein d'éléments qui l'expliquent, mais on ne trouve pas l'explication essentielle du phénomène nazi dans Mein Kampf. Je dirais que même Fillon, il fait, à mon avis, une erreur factuelle majeure. Il explique dans son livre que Khomeini, donc, qui a dirigé la révolution iranienne chiite, a dirigé les frères musulmans en Iran. Je veux dire, et personne n'a relevé. Je veux dire, c'est extraordinaire. Vous vous souvenez, Sarkozy, quand on lui demandait le Qaïda, c'est sunnite ou chiite, il disait chiite. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance, mais une méconnaissance parce que finalement ça arrange bien de dire c'est la même chose tous ces mouvements, et il n'y a pas de différence entre les frères musulmans et Qaïda, les salafistes. Les salafistes, de toute façon, c'est des gens qui sont contre notre système, etc. Et je crois qu'il y a cette idée qui est inquiétante parce qu'elle a d'autres conséquences. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure,
finalement, c'est les musulmans qui pratiquent ou suspectés de pratiquer, qui sont dangereux parce qu'ils ne dénoncent jamais assez ce qu'on fait au nom de l'islam. Et ça, c'est une assignation qu'on voit de manière permanente, c'est-à-dire dénoncer, mais vous n'allez jamais dénoncer assez. Et même si vous êtes musulman, enfin, musulman au sens sociologique, c'est de vous appeler Mohamed, mais que vous ne pratiquez pas du tout, mais si vous ne voulez pas manger de porc pour des raisons culturelles, parce que c'est comme ça, vous êtes déjà suspect. Et si vous êtes vraiment comme nous, vous êtes encore plus suspect parce qu'en fait, vous camouflez quelque chose. Et il y a ce phénomène de la taquilla qu'on ressort en disant, regardez ces terroristes, ils opèrent la taquilla parce qu'ils veulent se camoufler. Comme si les terroristes laïcs ou athées, en général, ils allaient dire partout, nous sommes des terroristes. Je veux dire, c'est une chose absurde. Mais cet amalgame entre toutes les formes d'islam politique et les musulmans est effectivement une des choses les plus inquiétantes dans ce développement de l'islamophobie. L'autre chose qui est aussi très importante, c'est que dans les erreurs de ces approches, que ce soit celle de Fillon, de Keppel, etc., c'est qu'elles refusent de voir les moteurs de la contestation exprimés dans le monde arabo-musulman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette contestation, qui prend les couleurs souvent de l'islam, elle est le résultat d'une contestation très ancienne de la domination coloniale. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, aujourd'hui, dans les générations nouvelles, on a oublié que la manière dont on dénonce aujourd'hui le totalitarisme islamique, on dénonçait de la même manière les nationalistes arabes. Je veux dire, il faut voir ce que la presse occidentale écrivait sur Gamal Abdel Nasser, qui était le leader de l'Égypte indépendante, qui aujourd'hui est sans arrêt cité par les mêmes Fillon, etc., mais qu'on traitait de Hitler au petit pied, c'était une citation de Guy Mollet, quand il nationalisait la compagnie du canal de Suez. Mais au-delà de ça, il y a l'idée que finalement, toutes ces contestations, elles n'ont pas de racines. Elles ne s'inscrivent pas dans une réalité coloniale, dans la suite d'une réalité coloniale et d'un refus d'une domination coloniale. Et la conséquence de ça, c'est que, de ce refus, c'est aussi le refus de voir que nos actions, quand je dis c'est nos actions, c'est les actions des pays occidentaux dans ces pays, elles ont des conséquences. On peut le dire vraiment sans caricature, Al-Qaïda est né de la manière dont les Américains ont géré la crise afghane. Et l'État islamique est né de la manière dont les Américains ont géré l'Irak, ont détruit l'Irak en 2003. Ça ne veut pas dire qu'Al-Qaïda, ou comme certains le pensent, Al-Qaïda ou l'État islamique sont une fabrication de la CIA, c'est pas ça du tout. Mais c'est le résultat de politique occidentale, c'est des résultats de politique de guerre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette fameuse guerre contre le terrorisme qu'on a déclenchée avec les Américains en 2001, et au départ, sur lesquels il y a eu un certain nombre de réticences des pays comme la France, notamment avec l'affaire de l'Irak en 2003, aujourd'hui c'est accepté par tout le monde, sans même s'interroger sur savoir pourquoi 15 ans après la guerre, le déclenchement de cette guerre contre le terrorisme, il n'y a jamais eu autant de terrorisme. C'est-à-dire, il y a un refus des politiques occidentales de voir que il y a un refus des politiques occidentales de voir que la guerre que nous exportons là-bas, elle a des conséquences. Elle n'est pas, c'est pas une guerre neutre. On ne peut pas être, nous, en guerre là-bas et penser qu'il n'y a aucune conséquence chez nous. Donc, il y a là quelque chose qui est quand même important et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a aussi une manière, avec l'idée de guerre contre le terrorisme, de dépolitiser totalement le débat. On n'est plus dans la politique. Si vous êtes en lutte contre la barbarie, on fait quoi? Il n'y a pas de réflexion à avoir, il faut détruire les barbares. Et on est depuis 15 ans dans cette
idée, il faut détruire les barbares, il n'y a pas de cause politique à ce qui se passe dans la région, la Palestine n'est pas importante, le fait qu'on bombarde et qu'on tue régulièrement des gens, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils nous haïssent. Comme j'ai dit, ils nous haïssent parce qu'on boit de la bière sur les terrasses des cafés. Et que face à ça, il faut bien comprendre que c'est une guerre sans fin. C'est une guerre destructrice, parce que c'est une guerre justement de civilisation, une guerre qui disait ou un ou nous. Et je terminerai avec cette remarque que oui, il faut combattre l'État islamique, oui, c'est une organisation dangereuse qui a des pratiques qu'il faut combattre. Mais il faut s'interroger pour savoir si la manière dont nous avons de combattre n'est pas en train de la renforcer. Et je le dirais pour les populations musulmanes en France, je veux dire, l'État islamique a en direction des populations européennes musulmanes un discours qui est de dire, c'est ce qu'ils appellent les zones grises, il faut supprimer les zones grises. C'est-à-dire, il faut supprimer l'idée que les musulmans sont partie intégrante de ces... Il faut faire comprendre aux musulmans qu'ils ne sont pas partie intégrante des sociétés occidentales. Mais le problème, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous leur faisons comprendre tous les jours, nous les blancs, aux musulmans, qui ne sont pas une partie de notre société française. Que quelles que soient les marques d'allégeance qu'ils peuvent faire, ils ne sont pas frères. Et je vous donnerai un exemple qui est... Moi, je veux dire, réellement, j'étais au bord des larmes quand je l'ai entendu. C'est pas moi qui l'ai vécu, c'est quelqu'un qui me l'a raconté, mais quelqu'un en qui j'ai toute confiance. C'est un jeune Français, enfin jeune, non, plutôt une cinquantaine d'années, qui explique, j'ai été sauvé par deux choses en France. L'école de la République et l'armée. Il a fait 10 ans de l'armée française. Et pendant l'affaire du Burkini, donc il faut quand même rappeler qu'elle n'a pas été créée par les musulmans, mais par les municipalités qui prenaient des arrêtés d'interdiction, sinon il n'y aurait pas eu d'affaire. Il dit à cet ami à moi, il dit « J'ai compris maintenant que jamais je ne serai français. » Merci.